Bonjour tout le monde. C'est assez émouvant, je crois, pour nous de présenter ces résultats aujourd'hui parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis extrêmement longtemps. Marguerite, tout à l'heure, tu as présenté l'historique de ce projet. On a travaillé avec vous, avec les formatrices, avec les crèches et les équipes pendant des années. Donc évidemment, c'est assez impressionnant de se retrouver là et de enfin pouvoir vous présenter. Alors très rapidement et de façon très synthétique, les principaux résultats et aussi les grands principes du protocole. Et puis les résultats, enfin une note qui présentera ces résultats va être publiée sur le site de l'Institut des politiques publiques à l'issue de cette journée. Donc vous aurez une version écrite de ce que je vais raconter maintenant. Alors si j'arrive, voilà. Donc je reviens évidemment pas du tout sur ce qu'est Parler Bambin, on vient d'en parler pendant un long moment, et je vous parle de l'évaluation que nous avons menée. Donc, c'est une évaluation, Marguerite l'a dit, qui repose sur une randomisation, ce qui nous permet de faire des comparaisons assez transparentes, assez robustes de la situation que l'on peut observer dans des crèches qui bénéficient de Parler Bambin et dans des crèches semblables avant qu'elles bénéficient de Parler Bambin. On a mis en œuvre ce protocole dans un grand nombre de crèches. Vous voyez 94 crèches qui se trouvent être un peu partout dans la France métropolitaine, ce qui nous semble extrêmement important parce que ça donne une certaine validité à ce qu'on regarde, puisque ce n'est pas le cas particulier de telle ville ou de tel territoire, mais c'est quand même, ça représente une certaine diversité. On a tiré profit, si je peux dire, du fait qu'il y avait dans le programme tel qu'il était mis en œuvre, envisagé par l'ANSA, des contraintes de capacité. Il n'était pas possible de former toutes les crèches d'un coup en même temps. Il fallait nécessairement espacer les formations entre les crèches. Et donc on a proposé de s'appuyer là-dessus pour dire très bien, eh bien, tirons au sort l'année à laquelle une crèche donnée est formée. Ce sera tout de suite ou ce sera plus tard. Et donc, on a typiquement dans le petit schéma que vous avez ici, qui est un schéma qui caractérise la situation la plus fréquente. En vérité, il y a des cas un tout petit peu plus compliqués que celui-là, mais pour fixer les idées, on va se retrouver dans une situation où une année T, qu'est-ce que j'ai fait? Une année T, ici, une année de départ, il y a des crèches qui ont été tirées au sort, les 2 crèches vertes, pour recevoir la formation pendant cette année. Et puis, voilà une ville dans laquelle il y a 4 crèches. Eh bien, 2 autres crèches ont été tirées au sort pour recevoir la formation dans l'année T+3. Du point de vue de l'évaluation, ça c'est un dispositif qui est intéressant parce qu'il permet d'espacer l'entrée dans le dispositif des 2 groupes de crèches et donc d'observer suffisamment longtemps les professionnels et les enfants avec des crèches qui sont entrées dans le dispositif et d'autres qui sont en attente. On a d'autres versions où l'entrée des crèches s'est faite de façon plus étalée, certaines en année T+1, certaines en année T+2. C'est des discussions que nous avons eues au cas par cas avec chaque ville. Et donc, vous avez des crèches qu'on va appeler tests, qui sont les crèches qui sont formées à l'année T. Vous avez les crèches qu'on va appeler témoins, qui sont celles qui sont formées plus tard, par exemple ici à l'année T+3. Et puis pendant 3 ans, on met en œuvre un protocole de recherche qui consiste essentiellement à collecter des données. Alors, on va collecter des données juste avant la formation dans toutes les crèches, juste avant la formation des premières crèches dans toutes les crèches. On va collecter des données à l'issue de la première année, c'est-à-dire en gros à l'issue de la formation. Et puis ensuite, tous les ans, on va revenir, on va collecter des données. Et puis avant que les crèches témoins rentrent à leur tour dans le dispositif de formation, on va faire une dernière observation. C'est le point de fin de la recherche. Et puis ensuite, les crèches qui étaient témoins deviennent à leur tour des crèches Parler Bambin, et donc la comparaison pour nous disparaît. Donc voilà le cadre
du protocole d'évaluation. Alors, ça, c'est un aspect du protocole qui est très important. L'autre aspect très important du protocole, c'est les enquêtes et les mesures. Alors, on a travaillé des instruments de mesure sur essentiellement deux groupes. D'une part, les professionnels, les crèches, et d'autre part, les enfants et les familles. Alors, on a, au cours de la recherche, interrogé environ un peu plus de 1000 professionnels dans l'ensemble des 94 crèches. Je vais revenir dans un instant sur ces instruments. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est quels sont les effets de parler bambin sur les postures et les pratiques des professionnels. Et puis, on a fait autre chose. On a recruté des familles et donc leurs enfants dans la recherche. Donc, on a proposé dans toutes ces crèches à un certain nombre de familles qui nous semblaient les familles les plus intéressantes, les plus importantes à suivre, qui sont des familles relativement défavorisées socialement, celles dont on pense que eh bien, le bénéfice de Parler Bambin ou d'un dispositif comme Parler Bambin est potentiellement le plus important. Donc, c'est vraiment sur ces familles qu'on a envie de faire un suivi particulier. Donc, on a proposé à ces familles d'entrer dans notre protocole de recherche, c'est-à-dire de faire partie d'un échantillon que l'on suit pendant toutes les années de la recherche. Et on a recruté de cette manière environ 1200 enfants et leurs parents, avec des critères. Des familles modestes, ça on l'a approché avec les taux horaires CAF que les familles payent dans les crèches. Un taux d'accueil, une densité d'accueil, une intensité d'accueil dans la crèche relativement élevée, parce qu'on s'attend à ce que le programme ait évidemment moins d'effets sur des enfants qui viendraient très occasionnellement dans la crèche. Et de fait, on a dans notre échantillon des familles défavorisées, c'est-à-dire qui sont très largement en dessous du seuil de pauvreté, tel qu'on arrive à l'estimer à travers nos données d'enquête. Et on peut voir aussi, donc on pourrait vous montrer beaucoup de choses, mais on peut voir aussi, on constate aussi que ces enfants sur les instruments de mesure du développement du langage que l'on utilise sont nettement en dessous des normes calibrées pour l'ensemble de la population française, c'est-à-dire environ un écart type en dessous, ce qui est relativement important. Et sur cette population-là, on cherche à répondre à une deuxième question, qui est quels sont les effets de Parler Bambin sur le développement des enfants issus de ce groupe de familles. Et donc évidemment, pour répondre à ces questions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ce que l'on observe à l'issue du programme dans les crèches tests et dans les crèches témoins. Alors encore un mot sur ces instruments, c'est des questions un peu méthodologiques, mais elles sont vraiment importantes. Donc on a d'une part fait passer un questionnaire, proposé aux professionnels un questionnaire, auxquelles elle répondait. Donc, c'est ce qu'on appelle les pratiques déclarées. Alors, il y a un certain nombre de dimensions qu'on a cherché à appréhender, leur connaissance, leur vision du rôle de la crèche et des professionnels de crèche auprès des enfants, les pratiques effectivement qu'elles déclarent et de leur faire décrire aussi la communication avec les parents. Mais on a aussi mis en œuvre un deuxième ensemble de mesures pour qualifier les pratiques à partir d'observations. Alors, on a fait deux choses. D'une part, on a fait des enregistrements audio de 3 séquences. On a choisi 3 séquences, le change, un repas et un temps où on raconte des histoires. Ces séquences, elles durent 5-15 minutes. On les a enregistrées à différents points du temps, vous allez voir, dans notre protocole. Et ensuite, l'équipe de Sophie a écouté et transcrit et codé ce qui se passe dans ces enregistrements de manière à construire un score de qualité des pratiques. Alors quand je dis qualité des pratiques, c'est un raccourci, il faudrait dire, pour être plus précis, adéquation au principe de Parler Bambin. C'est peut-être la façon plus soigneuse de dire les choses. Et puis en fin de protocole de recherche, on a aussi pris un temps d'observation des pratiques. On a travaillé avec une équipe de psychologues formidables pendant toute cette recherche. Et une des choses que ces psychologues ont fait, c'est qu'elles sont allées dans les crèches faire des observations. Alors, on a énormément protocolisé, si je peux dire, ces observations, c'est-à-dire que l'idée est de voir dans quelle mesure les principes qui sont définis dans quelque chose qui s'appelle l'étoile d'autopositionnement
de parler bambin, dans quelle mesure ces principes sont mis en œuvre. Et alors, les personnes allaient dans les crèches et avaient des temps prédéterminés pendant lesquels elles regardaient ce qui se passait et elles codaient ce qui se passait au regard de tel type de geste de l'étoile d'autopositionnement. Puis ensuite, elles passaient à un autre type de geste et ensuite à un autre type de geste sur différents types d'activités. Et avec ça, à nouveau, on a essayé de construire un score qui reflète la mise en œuvre des principes du parler bambin dans les crèches, évidemment dans toutes les crèches tests et les crèches témoins. Et puis sur les enfants, on a mis en œuvre tout un tas d'instruments, d'une part des questionnaires, l'IFDC et l'IDE, qui sont remplis soit par les professionnels, soit par les parents, qui visent principalement à mesurer du développement du langage, mais aussi des dimensions socio-affectives. Et puis, on a fait réaliser par l'équipe de psychologues que j'évoquais tout à l'heure, des tests qu'on appelle les baby-tests. Donc, en présentiel, une psychologue, un enfant, et on met en œuvre, alors selon l'âge de l'enfant, soit le brunellésine, soit le WIPSI, qui mesure un certain nombre de dimensions. Alors, certaines sont particulières au brunellésine, d'autres sont communes à tous ces instruments. Et on interroge les enfants comme ça, idéalement une fois par an, et on suit leur développement à différents âges. Et on est capable de comparer les crèches tests et témoins au tout début, à court terme, et puis après que le parler bambin a été installé dans la crèche pendant assez longtemps, 2 ans, 3 ans, et on regarde à nouveau, on peut faire à nouveau cette comparaison entre les enfants sur la base de tous ces tests. Alors, ce sont les grands principes. Je donne les résultats. Donc, tous ces résultats sont basés sur la comparaison entre les crèches tests et les crèches témoins des mesures que l'on a établies à partir de ces différents instruments sur les pratiques des professionnels et d'une part et sur le développement des enfants d'autre part. Ce que je vous montre sur ces graphiques, ce sont les écarts entre les crèches tests et les crèches témoins, les écarts moyens entre les crèches tests et les crèches témoins, pardon, exprimés, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais exprimés en pourcentage d'écart type des scores, ce sont souvent des scores qui n'ont pas de signification intuitive, naturelle. Hein. Et donc, pour avoir une échelle qui les rend interprétables, on utilise cette notion de pourcentage d'écart type ou de proportion d'écart type. Alors, ici, on a mis une barre verticale pour dire ça, c'est un effet fort. Alors, c'est un peu arbitraire de considérer que 20% d'un écart type, c'est un effet fort. Mais dans notre discipline et pour ce genre d'intervention, c'est un benchmark qui est souvent utilisé. C'est juste un repère, c'est relativement arbitraire. C'est pour fixer les choses. Alors, et ensuite, la couleur des barres vous dit à quel horizon on a estimé les effets. Au bout d'1 an, on compare des crèches tests et témoins. Au bout de 2 ans, on compare les crèches tests et témoins. Au bout de 3 ans, on compare les crèches tests et témoins. Et on voit si les effets qu'on observe évoluent, s'atténuent. Alors ici, je suis sur les pratiques déclarées. Ce qu'on observe, ce qu'on mesure dans nos questionnaires portés, présentés, proposés aux professionnels. Et les effets que vous voyez sont évidemment positifs. Très positifs, quand il y a des petites étoiles, ça veut dire qu'en outre, ils sont statistiquement significatifs. Et vous voyez qu'on a des effets, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails et de nuancer. Il y a évidemment des intervalles de confiance sur ces chiffres. Hein. Ce ne sont pas des chiffres magiques et absolus, ce sont des ordres de grandeur. On a des ordres de grandeur qui sont de 20 à 30% d'un écart type selon la dimension précise que l'on regarde. Qui ici sont relativement stables dans le temps, même si on sent pour certaines dimensions une petite décroissance à certains moments, mais relativement stable et relativement homogène dans cet ordre de grandeur. Aussi bien sur les dimensions d'amélioration ou d'enrichissement de la communication avec les parents, que sur la perception, c'est là où on a les effets les plus forts, que les pros ont de leur rôle et de l'utilité, voire de la nécessité de leurs interventions et de leurs actions de stimulation des enfants, et puis aussi sur la connaissance qu'elles ont, quelque chose que probablement, même certainement, la formation leur a transmis, la connaissance qu'elles ont des mécanismes d'apprentissage du langage. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose dans les formations. Cela est rendu par tout ce que les professionnels expriment. Maintenant, si on est davantage sur d'autres mesures que sont la qualité, entre guillemets,
des pratiques, leur adéquation au principe de parler bambin. Alors, en haut, vous avez les résultats du questionnaire, donc les pratiques déclarées. En fait, de façon presque un peu paradoxale, l'effet sur les pratiques déclarées, il est positif, hein, mais il n'est pas très très fort, il n'est pas très précisément estimé. Il n'y a rien de tout à fait frappant qui apparaît sur ces mesures. En revanche, on a ces mesures directes auxquelles on tient énormément, parce qu'au fond, elles sont, alors ce mot en sciences sociales est un peu piégé, j'aime pas trop l'utiliser, mais elles sont un peu plus objectives, elles sont un peu plus déterminées par un protocole d'observation, que ce soit le codage des interactions, et notamment de ce que les professionnels disent aux enfants pendant les séquences de change de repas et de lecture, mais aussi que ce soit le codage par nous de ce qu'on observe qui se passe en crèche. À nouveau, l'écart entre les professionnels qui ont été formés à parler bambin et celles qui ne l'ont pas encore été et qui le seront demain, hein, mais qui ne l'ont pas encore été demain, au moment, elles l'ont été désormais, mais demain, au moment où on fait l'observation. Dans ces deux dimensions-là, les effets sont extrêmement nets, voire très très forts. Sur les enregistrements audio, les effets à 1 an, c'est-à-dire à l'issue de la formation, sont extrêmement forts. 82% d'un écart type, c'est un effet qui est rarement trouvé dans cet univers d'évaluation. Mais il perdure relativement bien. Au bout de 3 ans, ils sont beaucoup plus faibles. On retrouve un peu les ordres de grandeur de 20-30% d'un écart type que l'on avait sur les dimensions précédentes. La manière dont les professionnels, au bout de 3 ans, s'adressent aux enfants est différente dans les crèches qui ont bénéficié de parler bambin. Et nos mesures de qualité, à partir des observations, racontent la même histoire. Il n'y a pas de petite étoile parce qu'en fait, les audios sont estimés à partir de centaines d'enregistrements et les observations sont faites une seule fois par crèche. Donc les observations sont beaucoup moins nombreuses, on a moins de précision statistique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petites étoiles, mais la photographie, l'image qu'on vous montre est très semblable. Et de façon intéressante, on a évidemment certaines crèches, le Covid, alors on n'est pas revenu là-dessus, le Covid a perturbé un tout petit peu nos opérations. Certaines crèches ont dû être enquêtées pendant le Covid. Si on enlève ces crèches-là et qu'on regarde uniquement les résultats qu'on a hors Covid, les résultats sont plus forts. Soit que nos mesures, la qualité de nos mesures ait été un peu perturbée, soit sans doute plutôt que la mise en œuvre du parler bambin elle-même a été perturbée par le Covid. Sur les enfants, en revanche, ce résultat est évidemment assez décevant. On trouve extrêmement peu, on ne trouve pas d'effet sur le développement langagier, et alors que c'était le principal objectif, et ceci malgré les effets très nets que l'on voit sur les pratiques. Et on trouve de petits effets sur les dimensions de développement socio-affectif qui sont capturées par certains de nos tests. 16% d'un écart type, c'est un effet relativement modeste. Alors ce qui est intéressant et assez convaincant, c'est que si on regarde des sous-catégories de familles, on va trouver cet effet qui s'exprime davantage chez les familles où les mères sont moins éduquées et là où les enfants sont les plus jeunes. Et donc c'est un peu ce qu'on attend, donc on est rassuré par le fait que s'il se passe quelque chose, c'est plutôt dans ces catégories de familles-là que dans d'autres catégories. Ça reste des effets intéressants mais relativement modestes. Alors, comment on peut comprendre cet ensemble de résultats et cette sorte de tension un petit peu entre l'effet qu'on observe sur les pratiques et l'effet sur les enfants? On peut faire que des hypothèses, il ne peut pas y avoir de certitude là-dessus, on peut proposer des interprétations. Il y en a sans doute principalement 3. La première, elle s'interroge sur la difficulté qu'il y a à maintenir dans le temps des changements de pratique
Parce que notamment le parler bambin, c'est en grande partie du langage au quotidien, hein, pour reprendre les termes de parler bambin. Et ce que ça veut dire notamment, c'est une sorte d'automatisation d'un certain nombre de gestes qui au fond sont assez simples dans leur principe, mais qu'il est compliqué de mettre en œuvre en permanence, toujours et très bien. Et donc, il est possible que ce soit en fait difficile de maintenir dans la durée des changements de pratique. Et en même temps, chez les enfants, donc on va avoir des changements très forts au début, on l'a vu quand même, on a observé des changements très, très forts au début, moins forts dans la durée. Mais en même temps, on s'attend à ce que sur les enfants, mais à très court terme, là où les changements de pratique sont très forts, on ne va pas non plus transformer les enfants comme ça instantanément. C'est dans la durée qu'on va changer le développement des enfants. Et là, dans la durée, on a peut-être moins de force. Et puis, à cela vient s'ajouter le fait qu'il y a des rotations d'effectifs dans les crèches et que donc ça a été très compliqué de reformer le personnel à mesure qu'il se modifiait. Et donc, sans doute, enfin même certainement, la proportion de professionnels dans une crèche qui a été formée complètement dans tout le protocole de formation de l'ANSA, au cours du temps, diminue. Le deuxième interprétation, c'est que peut-être que le parler bambin, c'est formidable, mais les effets sur le développement langagier sont limités, et ils peuvent être limités simplement par le fait que on est quand même dans les crèches, on est quand même dans un monde où il y a des professionnels formés, on est dans un monde très professionnalisé. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est la capacité marginale à améliorer encore les gestes et l'efficacité des gestes des professionnels. Elle existe certainement, mais peut-être qu'au fond, elle n'est pas non plus si considérable, et que donc on fait changer les pratiques, mais comme on part de pratiques déjà bonnes, eh bien les effets sur le développement langagier des enfants vont être peu visibles. Et en disant peu visibles, j'introduis la dernière idée, que évidemment, on a des outils, on a mis en œuvre, et ce sera peut-être dit, c'était déjà lourd et compliqué, et notamment lourd pour les crèches. On a mis en œuvre des outils de mesure du développement qui mesurent un certain nombre de dimensions, qui ont de très bonnes propriétés psychométriques, de très bonnes propriétés prédictives sur ce que deviennent les enfants en fonction de leur score dans ces indices-là, mais qui évidemment ne mesurent pas tout ce qui se passe, c'est impossible en termes de développement langagier, et peut-être qu'il se passe des choses intéressantes que nous n'avons pas été en mesure de capturer. Et donc pour conclure, je pense que la question intéressante, c'est qu'on est très influencé dans cette littérature, dans ce champ de recherche, mais aussi dans la pratique, par un certain nombre de petites expériences extrêmement bien faites, extrêmement spectaculaires dans leurs résultats, qui ont été menées aux États-Unis dans les années 60-70, et qui sont des promesses extraordinaires sur la capacité que l'on a à changer le destin des gens une fois devenus adultes, avec des interventions très précoces. Simplement, ces expériences-là, elles sont toutes petites, hyper contrôlées. La question de savoir si on est capable de reproduire ce genre de résultats dans des interventions à grande échelle est totalement ouverte. Ce que fait ce projet de l'ANSA, c'est vraiment le pari de mettre en œuvre quelque chose de cet ordre à très grande échelle, et ça, c'est quand même une autre histoire. Évidemment, ça nous invite aussi à beaucoup de modestie dans la transcription de résultats au fond assez anecdotiques à des politiques publiques à grande échelle. Voilà. Et puis, évidemment, ça va de soi, tout ça doit énormément à l'ANSA, bien sûr, mais à tous nos enquêteurs, à tous nos psychologues, et aux gestionnaires, et aux crèches, et au personnel des crèches qui a eu la patience de nous accueillir. Et puis, évidemment, tout ça doit beaucoup aux différents partenaires qui ont soutenu financièrement cette opération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc.
pour cette présentation que les uns et les autres doivent être en train de digérer, sans aucun doute. Du coup, la question évidemment qu'on se pose nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va faire pour renforcer cette intervention et pour aussi pouvoir continuer à évaluer toujours plus finement les interventions qu'on met en place. Du coup, pour donner suite à ces présentations de résultats, on a fait le choix de mobiliser 3 intervenants dans le cadre d'une table ronde, mais qui doit aussi être un petit peu une discussion pour à la fois croiser les regards de la recherche, mettre en perspective ses premiers résultats sur le déploiement de l'approche par les mains, pour nous aider à toujours mieux expérimenter et évaluer dans le champ de la petite enfance. Donc, on accueille Alejandrina Cristia, qui est donc chercheuse au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques et directrice de recherche au CNRS. Nawel Abou, qui est co-directrice de l'unité d'enseignement dans le département d'études cognitives à l'ENS, et Carlo Baron, qui est donc directeur de l'axe politique éducative au LIEP à Sciences Po. Merci à tous les 3. Je ne vous vois pas, mais je suppose que vous êtes, que vous êtes là tous les 3. Peut-être pour démarrer une première question qui s'adresserait peut-être pour commencer à Alejandrina. On se dit que là, à la lumière de tout ce que nous disent les dernières avancées de la recherche concernant le développement langagier du tout petit, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui mesurer et quels outils est-ce qu'on a à notre disposition pour ce faire? Merci Marguerite. Je voulais commencer pour juste reconnaître le travail énorme que vous avez fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Toutes les personnes qui ont été impliquées, l'échelle de cette étude est vraiment impressionnante. Je pense que je connais très peu d'études comme celle-ci. Et l'importance de ce travail, au-delà de la mesure d'effet, parce que quand même, c'est une mesure, c'est intéressant, on ne peut pas prédire quelle taille d'effet on trouvera dans le monde réel. Et c'est ça que vous avez fait, vous avez travaillé dans un monde réel et pas dans une étude simplifiée dans un centre, comme a été évoqué, comme avait évoqué Marc Haugan. Les études antérieures, ils étaient un peu difficiles à reproduire. Donc après, dans ce monde réel, comment on mesure le langage? Je pense que le choix qui ont été faits, qui combine des rapports parentaux, des rapports professionnels dans la crèche, qui connaissent les enfants et des observations de psychologues, c'était vraiment le choix à faire il y a 5 ans. C'est très riche. Il y a des pistes au-delà du langage. Par ailleurs, c'était ça qui a permis de voir qu'il y avait un impact sur le monde socio-émotionnel. Donc, c'était vraiment le choix à faire. Et il n'y avait pas une alternative quand cette étude était commencée. Par ailleurs, je voulais souligner, étant experte, la difficulté à laquelle faisait face l'équipe. Si vous pensez en fait que quand l'étude a commencé, ils avaient des enfants qui allaient entre 3 mois et 27 mois, en termes de développement de langage, cet écart il est énorme. Et par ailleurs, certaines personnes ont déjà aussi évoqué le fait que parmi ces enfants, il y avait certains qui étaient monolingues français, mais il y avait 61% qui étaient soit bilingues, soit multilingues au début de l'étude. Donc la tâche à laquelle l'équipe faisait face pour mesurer, c'était vraiment pas facile du tout. Donc aujourd'hui, on a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire pour complémenter cette perspective. En particulier, une alternative qui s'ouvre plus récemment, c'est mesurer les interactions linguistiques à l'aide des enregistreurs portables qui peuvent être portés par les enfants et par les professionnels. Donc, moi, j'utilise beaucoup ce type d'appareil. C'est quelque chose qui est en fait accroché au vêtement de l'enfant et du coup, c'est relativement moins chronophage et ça demande moins des personnes impliquées dans le sens qu'ils vont juste vaquer à leurs activités de tous les jours. Ils ne sont pas assez préoccupés par ça. Mais par contre, ce sont des enregistrements qui se passent pendant plusieurs heures. Et cette perspective, cette vision de big data généralisée, ça veut dire qu'en fait, le type de travail d'annotation très riche qui était fait par Kern et ses collègues n'est plus possible et on priorise plutôt des systèmes automatiques d'analyse de la parole. Donc, je répète que ça, ce n'était pas une option qui était vraiment facile à prendre il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a les équipements
et on a l'expertise en machine learning pour pouvoir faire ce type d'analyse. Et je pense que ça pourrait être intéressant parce que une des choses qui a été évoquée dans les commentaires et dans les discussions, c'est qu'on a l'impression qu'il y a eu des effets positifs, mais ils ne pouvaient pas être capturés. Et en particulier, que c'était difficile de capturer séparément des effets sur le professionnel qui interagissait avec l'enfant et sur l'enfant. Et donc, ce type de système dans lequel on enregistre tout ce que l'enfant dit, tout ce que l'enfant entend pendant une journée complète, pourrait être quelque chose qui s'est fait à la maison, ce qui nous permet complètement de séparer les impacts sur les vocalisations des experts des impacts sur l'enfant. Et qui, par ailleurs, comme était évoqué par Sophie Kern, permet de capturer par les stimulations qu'il y a l'enfant, par ailleurs, dans sa vie de tous les jours. Bien sûr, quand on utilise ce type de vision dans laquelle quelqu'un porte un enregistreur pendant des heures et des heures, c'est très important d'utiliser ce type de technique dans le contexte d'un partenariat fort avec tous les agents des crèches. C'est important que la technique soit bien comprise et que la façon dans laquelle ça va être analysé, le type de mesures qui vont être extraites, soit des choses que tout le monde est d'accord sont des dimensions relevantes. Je pense que ça serait intéressant parce que il y a quelques commentaires qui ont suggéré qu'en fait, il y avait des aspects des interactions qui ne pouvaient pas être facilement prises en compte par le type d'évaluation qui a été fait auparavant, alors que dans ces enregistrements, comme ce sont des enregistrements audio, nous pouvons en fait extraire des mesures assez diverses, pas seulement la quantité de paroles, mais aussi, par exemple, des visions plus qualitatives. Un des axes qui a fait partie des comportements que les professionnels ont appris, c'était par exemple moduler l'intonation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être récupéré de ces audios. Donc voilà, ça, ce sont quelques pistes peut-être à explorer dans le futur. Mais je voudrais tout d'abord, comme experte, reconnaître le travail impressionnant qui a été mené par l'équipe. Voilà. Ça, c'était, je pense, les lignes principales. Merci beaucoup, Alejandrina, pour ce retour et ces pistes ouvertes. Je ne sais pas si d'autres veulent rebondir sur ce retour, sur la question des outils, de ce qu'on sait, du développement langagier du jeune enfant aujourd'hui et de ce qu'il faut pouvoir aller regarder de manière la plus fine possible. Peut-être que je peux prendre cette parole-là. Merci beaucoup, Alejandrina. Et j'aimerais juste rajouter encore une fois à nouveau, parce que je pense qu'on ne l'a pas assez entendu aujourd'hui, à quel point cette évaluation et cette recherche est d'une ampleur très importante. Elle est sur tout le territoire. Elle est sur plus de 1200 professionnels. On a touché des milliers d'enfants. Et ça, j'aimerais l'ajouter qu'en France, ça ne s'est jamais fait. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et puis après, si on va dans les détails à la fois de l'évaluation qui a été faite sur les professionnels et ensuite sur les enfants, on l'a vu, il y a un effet qui est très fort. Et ça, l'équipe de Marc Durgan l'a bien prononcé. Et ça, c'est assez rare d'avoir des effets comme ça. Donc, l'évaluation sur ces choses-là ont été vraiment justement très précises là-dessus. La deuxième, où là, ça nous fait un peu plus, ça nous met plus en difficulté, nous, en tant que scientifiques, c'est de se dire finalement où sont les effets, comment aller les chercher. Comme l'a dit Alejandrina, ce qui est très difficile pour des enfants de moins de 3 ans, c'est d'évaluer leur maîtrise dans le langage, qui est à la fois sur le côté perceptif, à la fois dans le côté expressif, à la fois dans le côté de la communication. Donc, c'est multifactoriel. Et du coup, il y a un enjeu derrière, comme l'a dit aussi Alejandrina, sur la variabilité. Donc ça, c'est aussi des enjeux très, 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 très difficiles auxquels on a fait face auxquels ils ont fait face pendant cette recherche. Dans les interventions, dans la littérature de l'interventionnel, il faut que, peut-être on le rappelle, c'est très rare de retrouver des effets très forts. En général, les effets sont très faibles et sont sur souvent des petits aspects, un peu ce qu'on a pu retrouver sur le développement socio-affectif. Et puis souvent, les effets ne sont pas à 1 an.
ou à 2 ans, et on les retrouve 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, sur d'interventionnel qui parfois a été un bloc, et on a rajouté un deuxième bloc en maternelle. Donc, c'est aussi pour pouvoir prendre de la hauteur face à l'évaluation de ce type de choses, c'est qu'on a pu prendre une photographie à un temps, mais peut-être que dans 2 ans, si on reprend une photographie, ça aura déjà peut-être évolué, etc. Donc, je voulais ajouter ces petites indices pour nous permettre de bien comprendre aussi l'interprétation de ces résultats qui, pour moi, sont toujours des résultats très, très, très importants sur justement la partie interventionnelle, notamment française. Merci beaucoup, Nawel, pour ces précisions. Carlo, je vois que vous avez ouvert votre micro, vous voulez intervenir? Oui, volontiers. D'abord, pour rebondir sur l'intérêt du projet, de son évaluation, simplement pour souligner, beaucoup a été déjà dit, pour souligner que cette démarche qui intègre une action de formation du personnel des crèches avec une évaluation rigoureuse à large échelle est très innovante, non seulement pour le cas français, mais plus en général au plan international. C'est quelque chose de vraiment innovant et prometteur. Et après, je voudrais peut-être mentionner les résultats des études récentes de l'INED, et notamment de Lydia Panico et Lawrence Berger sur la cohorte longitudinale ELF. Donc, c'est une étude à grande échelle sur le cas français, une étude longitudinale qui a suivi des enfants pendant leurs 4 premières années de vie et qui a pu documenter des effets positifs et significatifs sur le développement langagier de ces enfants lorsqu'ils ont fréquenté une crèche par rapport à des modes d'accueil de garde informels. Donc, je mentionne ces résultats parce que par rapport aux différentes pistes d'interprétation évoquées dans la présentation de Marc Gurgan, je pense qu'effectivement, une des choses à prendre en compte, c'est que Parler Bambin intervient dans un contexte où les crèches en général en France ont déjà des effets positifs sur le développement langagier des enfants. Et donc, le défi, c'est de faire mieux que as usual, ce qui n'est pas évident. Deuxième élément, dans cette étude sur ELF, on a mis en évidence que les effets positifs de l'accueil en crèche sont concentrés sur les enfants des milieux défavorisés. Et d'ailleurs, lorsque nous avons mené au LIEP une revue de la littérature, une méta-analyse des évaluations d'impact des interventions de ce type, on a vu assez clairement que les effets se concentrent sur les enfants des milieux issus des milieux défavorisés. Et ça pour une raison assez simple, c'est-à-dire, là aussi, les éducateurs du projet Parler Bambin, dans les cas des enfants issus des familles favorisées avec un capital culturel élevé, se trouvent à faire face à la compétition non seulement de l'action pédagogique qui a lieu en crèche, mais aussi de l'action pédagogique qui a lieu à la maison, sachant que les parents avec un diplôme du supérieur en France et dans d'autres pays sont très actifs pour mobiliser et enrichir le langage de leurs enfants. Donc, en général, il me semble que le fait de trouver des effets positifs sur les compétences des enfants, mais concentrés sur les enfants favorisés, est assez en phase avec ce qu'on voit dans la littérature internationale et puisque je m'intéresse tout particulièrement à la question des inégalités éducatives, ça me semble un résultat tout à fait positif parce que ça signale une potentielle réduction des inégalités dans le développement langagier des enfants et à plus long terme des conséquences de réduction des inégalités éducatives. Merci beaucoup pour vos contributions. On a effectivement parlé du développement des enfants, de ce qu'on est en mesure de regarder. Les résultats de Parler Bambin montrent aussi l'enjeu de pouvoir soutenir fortement et dans la durée l'évolution des pratiques professionnelles. Du coup, la question qu'on se pose, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut influer plus fortement aujourd'hui sur l'évolution de ces pratiques et qui vont pouvoir favoriser par ricochet sur le développement langagier du jeune enfant. Nawel, est-ce que tu veux
nous dire quelques mots à ce sujet. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Marguerite. En fait, dans la littérature scientifique, il y a 3 facteurs qui agissent sur l'intensité des interventions. Enfin, 3 qui ont été identifiés. Peut-être que ça va évoluer dans le futur. La première, c'est la fréquence. À quel point les enfants sont exposés à de la stimulation, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sur d'autres aspects. La deuxième aussi, qui est très importante, c'est l'aspect multicomposant. C'est qui est impliqué dans ce projet. Est-ce que ce sont un professionnel avec un parent? Est-ce que c'est la structure d'accueil qui est la crèche? Est-ce que c'est la crèche plus la PMI? Est-ce que c'est la crèche, la PMI plus le centre de santé? Est-ce que c'est... Donc, c'est aussi l'aspect multicomposant qui va aussi avoir un effet très, très fort. Et ça, on l'a vu sur justement ces programmes qui ont été très connus et mis en avant, comme l'Abécédariane, comme le Infant Development Project, etc. Toutes ces interventions qui ont marqué l'histoire. Et puis, la deuxième, c'est le temps. Abécédariane, c'est sur 5 ans. Infant Life Project, c'était sur aussi 5 ans. Et donc, nous, actuellement, quand on regarde justement toutes ces choses-là par les moments, on se rend compte qu'on a ces 3 facteurs, mais je pense que justement, la marche qu'on peut prendre en plus peut nous permettre d'intensifier un certain nombre de choses dans cette intervention. Donc, pour moi, c'est très important de le dire parce que l'interventionnel, c'est une littérature qui est très, très complexe, qui parfois n'amène pas les résultats qu'on aimerait être, mais il faut l'interpréter au regard justement de ces facteurs et comment ils ont agi au sein de ces programmes. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que dans l'aspect multicomposante, finalement, le projet Par les Mains, au tout départ, ça a été les crèches, les professionnels de crèche. Et puis, au fur et à mesure, moi, je l'ai vu parce que j'ai un peu cette double casquette, je fais aussi partie du programme et je suis formatrice. J'ai vu impliquer justement de plus en plus de personnes autour et on voit à quel point justement la cohérence avec les assistantes maternelles, avec les PMI, avec tout ça, ça a donné aussi derrière une assise, une légitimité à ce projet pour s'ancrer dans les territoires. Et moi, j'ai vu aussi des journées réseau devenir au début régionales, finalement devenir dans les villes. Donc, on a vu aussi ce projet qui a réussi à s'ancrer. Et ça, pour moi, c'est aussi des parties fortes du projet. C'est une partie de la réussite de ce projet qui n'est pas évaluée scientifiquement, mais ce sont des marqueurs, justement, pour moi. Nous, en recherche, on regarde les drop-out, qu'est-ce qui sort, en fait, justement des sujets. Ben là, on voit qu'on a fait l'inverse. En fait, on a ajouté au fur et à mesure, justement, des choses. Et donc, ça aussi, pour moi, c'est un point très, très important de cette intervention parce qu'elle a montré qu'elle arrive à prendre naissance au sein d'une ville et puis après aller de plus en plus dans le territoire. Voilà ce que j'avais envie de dire justement sur l'intensité et comment on peut interpréter ce genre de choses et aussi se projeter, anticiper pour la suite. Merci beaucoup, Nawel. Est-ce que d'autres veulent rebondir sur ce sujet des modalités d'intervention pour influer sur l'évolution des pratiques professionnelles? Si c'est... Ah oui, Carlo, allez-y. Je peux peut-être intervenir. Oui, ça a été dit lors de la présentation. Un des défis majeurs pour parler bambin et un des leviers possibles d'amélioration concerne peut-être la question du partenariat avec les familles. Et c'est une remarque qui me trouve très d'accord parce qu'effectivement, nous savons, par exemple, les enquêtes d'emploi du temps le montrent très clairement que même lorsque les enfants fréquentent à temps plein la crèche ou l'école maternelle, ils passent une quantité de temps très importante de l'ordre de 40-50% de leur temps sous la supervision de leurs parents. Une fois qu'on prend en compte le temps avant et après la crèche, les week-ends, les vacances, etc. Donc, effectivement, il est difficile d'obtenir des effets importants sur le développement des enfants si on n'arrive pas à intervenir sur ce qui se passe en famille. Et on sait très bien, ça a été dit, que les pratiques de socialisation familiale sont très marquées socialement. Alors, je voudrais mentionner peut-être 2 points, 2 résultats de recherche qui me semblent particulièrement saillants dans une perspective de recherche-action. Le premier, c'est que on sait très bien que ces inégalités dans les pratiques de socialisation familiale sont liées à des inégalités dans les ressources culturelles et économiques des familles, mais elles sont liées aussi à ce qu'on peut appeler des inégalités informationnelles,
au sens où les familles avec un capital culturel, avec moins de capital culturel, sont moins conscientes du potentiel des apprentissages informels à la maison pour le développement de leurs enfants. Qu'il s'agisse bien évidemment de la lecture de livres à la maison et de son impact sur le vocabulaire des enfants, du rôle des comptines ou des jeux de mots pour la conscience phonologique des enfants, des puzzles pour les compétences spatiales et de raisonnement, ou tout simplement des interactions qui ont lieu au quotidien entre parents et enfants. Alors, on a plusieurs recherches, y compris plusieurs évaluations randomisées, qui montrent que apporter des informations aux parents de manière simple, ponctuelle et accessible, notamment pour les familles défavorisées, est un défi majeur, mais en même temps permet de modifier les pratiques des parents et a un impact sur le développement des enfants. Deuxième résultat, on voit un nombre croissant de recherches dans le domaine de la psychologie et de l'économie comportementale nous montrent qu'instaurer une dynamique, une relation avec les parents est bien plus efficace qu'apporter simplement des informations. On a par exemple des recherches qui comparent une intervention où on se limite à fournir des informations sur les pratiques à la maison qui sont utiles pour le développement des enfants avec d'autres types d'interventions qui ne se limitent pas seulement à fournir ces informations, à apporter ces informations, mais aussi demander un retour aux parents, propose aux parents de prendre un engagement de court terme pour la semaine suivante par rapport à ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette pratique, font de petits rappels, par exemple par texto, instaure une dynamique ou des échanges avec d'autres parents. On voit que lorsqu'on compare ces différents types d'interventions, on voit que le fait d'instaurer une dynamique avec les parents et pas seulement d'apporter des informations peut avoir des impacts importants sur les pratiques parentales et le développement des enfants. Alors, je mentionne ces deux résultats parce qu'il me semble que expérimenter sur la manière de communiquer, de travailler avec les familles, étudier comment le comment on communique est presque aussi important que les contenus qui sont communiqués. Ça me semble une des pistes de réflexion et d'action pour le futur. Merci beaucoup, Carlo, pour ces précisions. Effectivement, aussi sur un autre volet, effectivement, qu'on a encore peu mentionné, mais qui est bien sûr très important et qui fait partie des chantiers sur lesquels nous, on a vocation à continuer à travailler, qui est la coopération avec les familles. Comment est-ce que vraiment on va aller identifier et travailler les leviers qui vont permettre de renforcer la coopération avec les familles. Je vois qu'il y a quelques... je me permets de prendre aussi au vol les quelques questions qui apparaissent dans le chat, donc beaucoup de commentaires qu'on laissera le soin à chacun de pouvoir lire. On a une question de Hélène Turpin qui nous demande si on peut trouver quelque part des travaux, dans des travaux, l'ancrage théorique qui permet de construire les postures de l'étoile d'autopositionnement du programme Parler Bambin. Est-ce que là-dessus, Nawel, toi, tu te sens de répondre? Oui, tout à fait. Alors, pendant longtemps, on a dit que le langage, l'acquisition de langage, ça passait par la quantité de mots que pouvaient entendre les enfants. Ça a été pendant longtemps un des sujets. Et puis maintenant, on en est revenu en disant que c'est un équilibre entre la quantité et la qualité. Les postures, elles viennent du coup dans la qualité. Et donc, c'est toutes les postures qu'il y a dans l'étoile de Parler Bambin sont en fait des gestes qui ont été justement montrés scientifiquement comme ayant un impact sur la capacité qu'avaient les bébés à apprendre un certain nombre de caractéristiques dans les paroles qui leur étaient adressées, notamment sur la prosodie, qui est une des premières étapes du langage, sur la modulation des voix, etc., sur les capacités attentionnelles en captant l'attention, je ne vais pas rentrer dans ces détails très techniques, parce que je pense que ce n'est pas le but ici, mais par contre, toutes ces postures qui sont autour de cette étoile, qui est la base en fait, du projet Parler Bambin, sont les techniques qui ont été identifiées scientifiquement comme ayant un impact sur le développement du langage, à la fois perceptif et communicatif de l'enfant. Si vous voulez plus de détails, on pourra peut-être en parler à un autre moment ou le mettre en plus dans le webinaire.
Merci beaucoup pour ces précisions, Nawel. On voit un certain nombre de retours sur ce qui est testé notamment par les équipes pour interagir de façon d'autant plus directe avec les familles. Je vois l'heure qui avance, mais en tout cas, un grand merci vraiment à tous les trois. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, il ne me semble pas l'avoir fait de vive voix, mais évidemment, un énorme merci à l'équipe du JPAL, à l'équipe du Labo Dynamique du Langage, qui ont fourni un travail évidemment assez monstrueux tout au long de ce projet, notamment ces dernières semaines.